Notre belle démocratie ne serait-elle qu'un mythe? Le philosophe Mathieu Niango répond à la question dans son livre « La démocratie sans maître ». Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Mathieu Niango. Bonjour. Alors, La démocratie sans maître, donc chez Robert Laffont, c'est votre deuxième livre, après un livre sur Sade en 2014, sans rapport avec la politique, celui-là? Ah, mais Sade est un révolutionnaire en son style, et puis il a écrit un livre sur le mode de sanction des lois, puisqu'il était lui-même révolutionnaire et président de la section des PIC. Alors malheureusement, on ne va pas parler de Sade aujourd'hui. Vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes prof de philo, vous êtes agrégé de philosophie. Vous avez aussi, d'ailleurs c'est intéressant, co-réalisé 2 documentaires, l'un sur le président sud-africain Jacob Zuma et l'autre sur le Vénézuélien Hugo Chavez. Alors vous connaissez le fonctionnement de la politique de l'intérieur, puisque vous avez été conseiller de plusieurs ministres socialistes, hein. On ne va pas tous les citer, mais notamment Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, et aussi de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Alors donc aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est cette expérience dans les cabinets politiques qui vous a poussé à écrire ce livre. Qu'est-ce que vous avez appris en travaillant plusieurs années au contact des politiques ? D'abord que l'exercice du pouvoir et l'exercice de l'intérêt général, c'est quelque chose, je le dis franchement, lorsqu'il s'agit de traiter d'idées et de problèmes, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui est très valorisant, parce que vous savez le matin pourquoi vous vous levez. C'est quelque chose qui est une forme d'accomplissement pour celui qui l'exerce. Et puis, c'est quelque chose, et je le dis sans trembler, d'accessible. Ouais. Parce que comprendre un petit peu ce qui préoccupe nos concitoyens, ça n'est pas quelque chose qui est hors de portée de chacun d'entre nous. Accessible, mais malgré tout, ça reste ce que vous appelez de démocratie verticale, qui est monopolisée par les élites et qui sont souvent des professionnels de la politique. C'est leur métier. Et ça, vous le dénoncez. En effet, les aspects qui m'ont semblé douloureux, c'était ceux qui consistaient à arbitrer entre les uns et les autres, à travailler sur l'image de l'un plutôt que sur l'image de l'autre, à contrer une campagne de communication qui était menée par l'un contre l'autre. Ça, pour moi, ça venait clairement parasiter l'action qui doit être celui du responsable politique, à savoir l'intérêt général. Alors vous consacrez un chapitre à la, comment dirais-je, à la maladie, j'allais dire, de notre démocratie représentative. Hein. On voit cette image du Parlement. Notre démocratie représentative, elle ne fonctionne plus, Mathieu Niango ? En effet, je ne dirais pas qu'elle fonctionne plus, je dirais qu'elle fonctionne mal et très mal. Et pardonnez-moi, mais l'actualité le montre aujourd'hui. On est quand même dans une situation compliquée. Enfin, il y a péril en la demeure, hein, parce que on voit bien que Marine Le Pen, on la compare parfois à Donald Trump, mais c'est pas la même chose. Hein. Le Front National, c'est pas la même chose que le Parti républicain. Le Front National, ça a été créé par des nazis et des collaborateurs. Hein. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi une culture politique et démocratique un petit peu brutale. Hein. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on s'habitue non plus à voter sous la forme, sous la contrainte. Oui, mais elle n'est pas le seul, comment dirais-je, symptôme de la crise de la démocratie représentative. Il y en a beaucoup d'autres. Non, mais il y en a un autre aussi sur les présidentielles. C'est le fait qu'on soit, un certain nombre d'entre nous soient contraints de voter pour M. Macron contre Mme Le Pen. Et il faut l'entendre aussi, cela. Et ça, c'est un peu le principe d'une élection à la majorité à 2 tours. Fatalement, au deuxième tour, on est parfois amené à choisir un candidat, enfin à voter contre et pas choisir le candidat qu'on aurait voulu soutenir parce qu'il a été éliminé au premier tour. Sauf qu'un certain nombre de nos concitoyens qui sont attachés à la démocratie représentative, n'entendent pas de cette oreille. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de démobiliser un certain nombre de nos concitoyens en leur disant que si vous ne votez pas pour M. Macron, vous êtes des partisans d'un parti nazi, etc. Ce genre de choses qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas fonctionné pour le Brexit, qui n'ont pas fonctionné au moment des élections de M. Trump. Donc il faut changer un petit peu de méthode, si je puis dire. Et dire à nos concitoyens qu'après les présidentielles, il y a les législatives. Et qu'au moment des législatives, ils pourront faire davantage entendre leur voix. Alors vous avez, je vous le disais, vous avez travaillé avec ces politiques, en général de gauche. Vous dites aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre la gauche et la droite ? Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite. Je dirais que les différences en termes de valeurs, les différences en termes d'orientation générale, elles sont parasitées par le positionnement des uns et des autres et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de devoir être réélus. C'est ça qui vient parasiter les choses. Ouais. En France, les hommes politiques ou les femmes politiques se considèrent comme les plus sages, comme les plus compétents. C'est ça aussi que vous dénoncez ? Oui, parce que la politique, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à trancher des conflits
entre les différentes fins qui se présentent. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quel spécialiste, quelle personne plus compétente que les autres peut trancher entre des considérations, disons, environnementales et puis des considérations d'emploi? Il n'y a pas de spécialiste là qui peut trancher. Or, c'est ça la question politique. Certes, les experts doivent venir pour clarifier les questions, pour éclairer les choix, mais ce n'est pas eux, au final, qui doivent trancher. Et ce n'est pas non plus les politiques. Et qui devrait trancher alors? Le citoyen, il aurait la capacité technique de trancher ce genre de questions? Mais le citoyen, il a, comme les politiques, il a besoin des experts pour clarifier, pour poser les problèmes. Mais au final, regardez ce qui se passe dans les conférences de citoyens, par exemple, dans les pays nordiques. Regardez ce qui se passe dans les conventions de citoyens telles qu'elles se sont déroulées au début des années 2000 en France. On l'oublie. Regardez ce qui se passe autour des référendums d'initiatives populaires en Californie. On parle souvent de la Suisse, mais en Suisse également. Eh bien, on voit bien que des décisions peuvent être prises par des citoyens directement. Donc oui, en effet, je crois que c'est tout à fait possible. Et même que ça se fait dans d'autres pays. Mais est-ce que vous prenez pour une réforme, j'allais dire, totale? Vous parlez dans votre livre d'autogestion. Ça va beaucoup plus loin que le référendum ou l'initiative populaire en Suisse. C'est vraiment, vous voulez une démocratie horizontale où les citoyens aient vraiment leur place. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de mouvements comme Podemos, comme les indignés Podemos en Espagne ou Nuit debout en France? Est-ce que ça peut déboucher sur une vraie prise du pouvoir? Alors ces mouvements-là, ils sont en train de se structurer en France. Moi, j'en ai cofondé un qui s'appelle À nous la démocratie, mais il n'y a pas que celui-ci, il y en a plein d'autres. Il y a Présence citoyenne, il y a le Sénat citoyen, il y en a une myriade d'autres qui sont en train de se constituer, de se structurer en vue des législatives et qui rencontrent une audience qui passe un petit peu sous les radars médiatiques, mais qui est de plus en plus grande. Quant à ce que vous dites sur l'autogestion, je parle de l'autogestion comme un horizon. Je dis que l'horizon de la démocratie, ça devrait être, ma foi, l'autonomie du citoyen et de plus en plus la contribution des uns et des autres aux décisions collectives et pas le fait de remettre tous les 5 ans le pouvoir entre les mains d'une personne ou d'une autre. Ça ne peut pas être ça, l'horizon est le dernier mot de notre démocratie. Mais nous avons du mal, nous sommes pris dans une illusion qui nous est transmise de génération en génération et nous avons du mal à imaginer un autre système que le nôtre. C'est ça ce que vous appelez la démocratie sans maître? Oui, la démocratie sans maître, c'est une démocratie d'abord sans professionnels de la politique. Et ensuite, c'est une démocratie dans laquelle, si vous me permettez cette traduction du terme d'empowerment, dans laquelle on assiste à une montée en pouvoir des citoyens. Et cette montée en pouvoir, je le redis, elle existe. Il y a déjà un mouvement qui se produit autour des budgets participatifs, autour des conseils citoyens, autour de ces mouvements citoyens. On voit des images de Nuit debout, autour de ce genre d'initiative. Là, je crois que c'est Podemos, oui, c'est Podemos. Voilà, en Europe, il y a partout. Alors, je sais qu'on est dans la francophonie. Il y a aussi des mouvements comme ça qui mais ça reste quand même très marginal, même si c'est vrai que ça travaille, ces gens travaillent peut-être dans l'ombre, ils préparent, mais c'est pour le très très long terme. Non, je crois que ça peut aller. En Espagne, regardez ce qui s'est passé. Podemos, ça a été fondé quand même en janvier 2014. Ils avaient des députés européens, des députés législatifs. Regardez ce qui se passe avec le Parti Pirate. Regardez, ça peut aller aussi extrêmement vite. Et je crois qu'effectivement, ceux qui font obstacle à ça, c'est ceux justement qui maintiennent les uns et les autres dans l'illusion. Vous écrivez, je crois, la réappropriation civique est en marche. C'est ce dont vous parlez là. Rien ne l'arrêtera. Le peuple peut s'occuper de tout, Mathieu Niango. Il n'y a rien qui ne doit échapper au peuple. Il n'y a rien qui ne doit lui échapper a priori. Après, il y a un certain nombre de questions qui sont spécifiques, qui exigent une urgence d'intervention, je pense aux interventions militaires, mais pour lesquelles on peut imaginer un contrôle, comme on dit, a posteriori. Je pense à l'intervention au Mali, par exemple. Il fallait prendre une décision très vite. Bon, mais après, vous pouvez très bien avoir une discussion parlementaire avec l'ensemble des citoyens, comme ça existe dans d'autres pays, pour savoir si cette intervention était bien fondée. Évidemment, il faut définir des niveaux, mais on ne peut pas dire a priori quelles sont les questions qui concernent le peuple et celles qui ne le concernent pas. Si vous voulez, je vous donne un exemple. C'est en Suisse, par exemple. Eh bien, les Suisses ont organisé ce qu'on appelle un référendum facultatif pour casser une décision qui avait été prise par le Parlement à propos de l'achat d'avions militaires. Bon, ils ne se sont pas dit, a priori, ça ne nous concerne pas. Ils ont dit non, ça nous concerne. Oui, je crois qu'il y a 53% des Suisses
hein, c'est ça le chiffre que vous citez, qui se sont prononcés contre l'achat de nouveaux avions militaires. Oui, mais parce qu'en France, on adore sortir les référendums suisses qui sont contre les minarets, mais il y en a plein des référendums suisses. Il y en a vraiment énormément, et il y en a qui sont... sur des sujets importants. Sur des sujets importants, et j'ai envie de dire généreux, si je puis dire. Une alternative à la crise de la démocratie parlementaire, représentative, ça pourrait être le tirage au sort des élus. Est-ce que vous y seriez favorable? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? J'y suis extrêmement favorable. Il y a deux types de représentation. Il y a une représentation qui est par les élus. On peut, je ne prône pas dans le livre et dans le mouvement dans lequel je suis, je ne prône pas la disparition des élus, des gens qui s'investissent à un moment donné, seulement à un moment donné dans leur vie. Mais à côté de ça, on peut imaginer un dispositif comme le Sénat citoyen, tiré au sort, et qui serait le pendant, si vous voulez, dans l'ordre judiciaire de ce que sont les assises, où les magistrats sont tirés au sort. D'accord. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un élément qui manque un peu dans votre livre, c'est que pourquoi la classe politique actuelle, elle se ferait son harakiri, hein? Pourquoi elle dirait, OK, d'accord, on est d'accord avec Mathieu Niango, on arrête tout et on place au peuple. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ben non, ils ne le feront pas. Ben c'est pour ça qu'il faut des mouvements citoyens. C'est pour ça qu'il faut exercer une pression. C'est pour ça que ces mouvements-là, de plus en plus, ils se disent qu'il faut présenter des candidats aux législatives. Parce que c'est de l'intérieur et en entrant massivement dans les assemblées que le changement se fera. Évidemment que les politiques eux-mêmes ne vont pas se faire harakiri, j'y crois pas une seconde. Alors on voit que vous êtes philosophe, puisque vous évoquez dans votre livre Aristote, Rousseau aussi, et vous dites la volonté libre, l'indépendance du citoyen. Enfin, parfois on a l'impression que c'est quand même très utopique votre livre, que c'est un peu le rêve d'un philosophe. C'est pas le rêve d'un philosophe, je m'appuie aussi sur un certain nombre de faits. Bien sûr, non, mais je vous taquine. Mais vous avez raison, mais j'ai envie de citer Victor Hugo qui dit que d'abord l'utopie c'est la réalité de demain. Et puis moi j'ai remarqué une chose, c'est que ceux qui font des procès en réalisme aux uns et aux autres, c'est qu'en fait ils veulent pas que les choses changent. C'est que ça leur convient parfaitement. Ils disent c'est pas réaliste, mais c'est parce que eux ils veulent pas du tout que ça change. Donc moi je veux bien assumer ce côté utopie, mais utopie réaliste. Donc le système actuel ne va pas s'effondrer, mais il pourrait s'effondrer si on ne va pas dans votre direction. Le système actuel, il est vraiment, encore une fois, il est sur la frange. On voit bien, la semaine prochaine, il y a un gros risque qui se pose. Et de toute façon, derrière, je le redis, il y a les législatives. Et quoi qu'il se passe la semaine prochaine, il n'y aura pas de majorité. Donc là, on est dans une crise politique. Et je le redis, je pense qu'il y a une opportunité aussi. Une crise, c'est toujours une opportunité, disaient les Grecs, c'est le même mot. Surtout en France. Surtout en France, pour que la citoyenneté reprenne la main, et que les citoyens ordinaires osent et reprennent la main. Merci Mathieu Niango. En tout cas, un livre passionnant à lire et à relire avant et après le second tour aussi d'ailleurs. La démocratie sans maître, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection Nouvelle Mythologie. Merci beaucoup. Merci. D'être venu en parler dans le 64 minutes. On va passer à la chronique culture.